Bonjour à tous. Alors on peut démarrer donc. Bon, j'ai l'impression d'être la superstar parce que j'ai toute la lumière qui me vient dessus là. Donc finalement, j'arrive pas à voir énormément ceux qui sont en face de moi, mais ça devrait s'améliorer. Donc bonjour à tous, hein, bienvenue et merci à tous les participants, membres de notre association, de notre pôle de compétitivité, pour participer à notre assemblée générale annuelle. Alors, comme on l'a coutumé, c'est un moment important de notre collectif pour faire un bilan des réussites, également tirer un peu les leçons de ce qui peut ou doit encore s'améliorer. Et on va passer tout ça en revue. Je voudrais quand même insister sur le fait que 2025, ça restera sans doute comme une année charnière importante dans la vie du pôle. Les pôles de compétitivité célèbrent aujourd'hui une vingtaine d'années et ils ont certes passé d'autres années charnières au cours de leur existence, mais nous pouvons revendiquer 20 ans d'énergie consacrée à faire évoluer l'innovation dans le secteur agri-agro dans le sud-ouest, et c'est pas peu dire. Mais 2025, c'est un point d'inflexion énorme pour nous, un point d'inflexion important à cause d'éléments exogènes d'abord. Alors des éléments exogènes qui sont liés au contexte géopolitique et économique, un contexte très instable qui remet en question en particulier les soutiens des pouvoirs publics, hein. Mais néanmoins, nous devons poursuivre notre activité de catalyseur de l'innovation dans le sud-ouest de la France. Innovation qui n'est plus seulement un outil d'amélioration continue, mais je crois qu'il doit participer à une rupture dans la construction de ce qui devra être la production agricole et agroalimentaire de demain. Parmi les éléments exogènes, je citerai également l'avènement de l'industrie agroalimentaire. Bon, l'industrie agroalimentaire, c'est une innovation en soi, mais enfin, elle nous percute dans notre secteur à nous. Et d'ailleurs, on en a fait le thème de la rentrée cette année. Et la rentrée a suscité beaucoup d'engouement et beaucoup de participation avec un énorme succès, que ce soit aux tables rondes ou dans le public, hein. C'était au mois de septembre à Montpellier. Donc encore un élément qui vient transformer complètement la responsabilité des pôles de compétitivité. Au-delà des événements exogènes, il y a aussi des événements endogènes, puisque nous avons changé de direction générale avec l'arrivée d'Irène Oubrier, qui est à côté de moi, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, qui a rejoint le pôle au mois de novembre, en remplacement de Laurent Augier, qui a quitté le pôle au mois de juillet, après 13 ans, je crois, d'énergie consacrée au pôle. Laurent est parmi nous aujourd'hui, hein, donc il nous supporte et il nous soutient encore. Et je tiens à le remercier pour l'engagement pendant ces 13 ans. Et je tiens également à féliciter Irène pour sa prise de poste, alors même que nous sommes, comme je le disais, dans une année charnière. Je tiens aussi... Je tiens aussi à rappeler et à souligner l'engagement des équipes opérationnelles, mais également du bureau, et ça s'est concrétisé en particulier autour d'un séminaire que nous avons tenu au mois de juillet, qui a réuni à la fois les forces opérationnelles et les membres du bureau qui ont été très actifs tout au long de l'année pour notre association. Et ce séminaire de l'été a notamment permis, d'une part, d'acter la nécessité de transformation importante du modèle économique, mais on se projettera un peu plus tard, et je crois que tu nous en diras deux mots, Irène, qui a permis également de réitérer la vocation de catalyseur d'innovation agricole et agroalimentaire au service du territoire du Sud-Ouest, et bien sûr des adhérents du pôle.
Et enfin, qui a permis aussi de renforcer la vocation européenne du pôle de compétitivité. Et on verra que on a quand même réussi pas mal de choses dans le domaine de projets européens. Et je citerai d'ailleurs les félicitations du ministre de l'Europe qui nous a envoyé un courrier cette année pour nous remercier d'avoir drainé vers le territoire, grâce aux projets développés par le pôle, des fonds européens qui se chiffrent en millions d'euros. Alors, puisqu'on parle d'euros, on va parler un peu du côté financier. C'est aussi l'objet de l'Assemblée générale. Donc, cette partie est un peu plus formelle. Hein. En deuxième partie d'après-midi, on ira vers des projections un peu plus créatives. Le côté financier, force est de constater que les atermoiements budgétaires français limitent ou retardent les moyens publics alloués au fonctionnement des pôles. Voire alloués au projet, puisque les différents guichets sont plus ou moins productifs tout au long de l'année, alors même que notre accès au financement européen se sont améliorés, comme je viens d'en parler. Le contexte financier également, avec les taux d'intérêt qui ont changé, est beaucoup plus exigeant, mais les nouveaux mécanismes de financement durable, de financement vert, sont capables de mobiliser énormément de fonds, que ce soit public ou privé. Et toute cette mobilisation, elle s'appuie en premier lieu sur l'innovation. Donc c'est des opportunités que nous explorons et que nous devons être capables de saisir individuellement ou collectivement quand on est un adhérent d'Agri-Sud-Ouest Innovation. Et dans ce domaine-là, je tenais à signaler les excellents travaux du comité de labellisation, hein, qui renforce la réussite du financement et la réussite aux appels à projets nationaux européens. Et il témoigne parfaitement de l'accompagnement du pôle. On a d'ailleurs observé en fin d'année une recrudescence du nombre de projets qui, bien sûr, mobilise encore plus le comité labellisation. Donc j'en profite aussi pour remercier Aurélie qui anime ce comité et également Fernando Léal qui le préside, et sans oublier bien sûr tous les participants et membres de ce comité labellisation qui contribuent bénévolement au bon fonctionnement du comité. Bon, je ne vais peut-être pas m'éterniser davantage et faire le bilan avant que tu fasses le bilan toi-même. Et donc, je vais passer la parole à Irène. On va d'abord regarder l'ordre du jour. L'ordre du jour... nomination, pardon, du secrétaire. J'oublie toujours de nommer le secrétaire de séance. Donc, si j'ai bien fait mon travail, ce sera une secrétaire de séance à la personne de Sabine, si tu veux bien relever le défi. Donc, nous avons une secrétaire de séance. Et nous pouvons aborder l'ordre du jour. Ordre du jour, première partie, approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 10 avril. Ensuite, Irène nous fera un rapport sur l'activité de l'association, comprenant un rapport moral et financier, même si j'ai un peu anticipé les principaux éléments, mais on rentrera dans le détail. Exposer la situation de l'association et son activité au cours de l'exercice écoulé. Donc c'est un peu un exercice d'équilibriste pour toi, puisque tu n'étais pas là pendant les 3/4 de l'exercice écoulé. Oui, bon, Laurent pourra aider. Laurent viendra prêter main forte. Le rapport du commissaire aux comptes, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L612.5 du Code du commerce. L'approbation des comptes, c'est quand même pour ça qu'on se doit de tenir une AG avant tout, et le quitus aux membres du conseil d'administration et du bureau qui ont piloté ça tout au long de l'année, avec l'affectation du résultat, l'approbation des conventions relevant de l'article en question qu'on vient de voir, les différents pouvoirs, les questions diverses et quelques mots de conclusion. Donc, on n'a pas non plus énormément de temps si on veut préserver de la place pour la créativité de la deuxième partie d'après-midi. Donc on peut appréhender directement l'ordre du jour. L'approbation du PV de l'AG ordinaire
Alors, j'ai le PV ici. Je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport à ce PV. S'il n'y en a pas, on peut passer directement à son approbation. Donc l'Assemblée générale ordinaire, après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, décide d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 10 avril 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution numéro 1 est approuvée. Donc le deuxième point de l'ordre du jour, c'est le rapport moral, et c'est là que je passe vraiment la parole à Irène. Merci Philippe pour cette introduction complète. Effectivement, je vais faire le récit d'une année sur laquelle je n'étais pas, mais où une grosse partie de l'équipe qui a contribué est présente, et vous aurez tout le loisir de les rencontrer aussi au fil de ces 2 jours. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à poser des questions. On a peu de temps, donc on n'a pas pu parler de tout. Vous avez aussi le rapport, la brochure papier qui vous a été distribuée à l'entrée, où vous trouverez pas mal de réponses et de détails à vos questions. Donc avant tout, je voulais rappeler la conclusion du séminaire du bureau qui a eu lieu en juillet dernier, où la mission d'Agri-Sud-Ouest Innovation a été reconfirmée. C'est celle d'être experte de l'innovation et de son financement, donc pas uniquement sur les aspects techniques, dans les domaines agri, agro et bioéconomie. Donc c'est bien la volonté d'être présent sur toute la chaîne de valeur, l'amont à l'aval et vice-versa. Avec 3 rôles principaux: facilitateur de projets innovants, et je crois que Philippe l'a vraiment rappelé, c'est le cœur du projet du pôle. Catalyseur de l'écosystème, et la journée d'aujourd'hui est un exemple parfait de ce rôle-là. Et porteur d'une vision stratégique du futur, parce que l'innovation s'inscrit dans une stratégie de moyen à long terme. Et il faut essayer de ne pas se laisser happer uniquement par l'urgence, même si on est tous dans des emplois du temps extrêmement serrés et beaucoup dans l'opérationnel. Réaffirmer aussi la structure birégionale du pôle, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et cette complémentarité qui fait qu'un grand bassin agricole a une cohérence et permet de donner plus de force aux actions du pôle. Une feuille de route existe depuis 2023-2026, donc cette feuille de route qui avait été écrite pour 4 ans pour la phase 5 des pôles. Elle a défini 6 domaines d'innovation prioritaires que vous voyez là à l'écran et qui servent à driver les actions du pôle. La première, c'est l'adaptation des productions au changement climatique. Et Dieu sait que les territoires sur lesquels on est positionné sont des territoires fortement impactés par le changement climatique. Le développement des modes de production agroécologiques sur les filières animales et végétales. Le déploiement des technologies pour l'excellence opérationnelle des fermes et des usines. Donc là, on parle robotique agricole, on parle numérique, on parle intelligence artificielle. La valorisation des ressources et des coproduits dans une logique de bioéconomie, avec notamment tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire et des nouvelles filières de valorisation des coproduits. L'alimentation sûre, saine et durable pour le manger mieux. Et enfin, les usages et services alimentaires innovants. Agri-Sud-Ouest Innovation, c'est un écosystème dans un écosystème. Donc le cœur même du pôle, c'est ses membres, que ce soit les entreprises, les instituts de recherche, les établissements de formation, les collectivités locales. C'est un creuset d'innovation par les échanges et par cette complémentarité. Mais c'est aussi une association qui se place au sein d'un écosystème plus large, que ce soit au niveau régional, national et même européen. Au niveau régional, citons avant tout les conseils régionaux, les agences régionales de l'innovation, ADI et ADOC, également les services de l'État en région, la DRAF, la DREDS, qui représente le ministère de l'Agriculture et de l'Économie, les représentants des filières, avec les AREA, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, les représentations de la coopération agricole, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, les organismes de transfert technologique, comme les SAT et les PUI, nouvellement arrivés dans le paysage, mais qui, je crois, ont maintenant toute leur place sur les transferts de compétences de la recherche vers les entreprises.
Les pôles et clusters régionaux avec lesquels Agri Sud-Ouest Innovation travaille en partenariat, notamment pour des événements communs. Donc je ne vais pas les citer au risque d'en oublier, mais il y a également des projets européens qui sont en collaboration avec d'autres pôles. Les organismes consulaires, CCI, Chambre d'agriculture. Au niveau national, un partenariat qui existe avec l'INRAE. Agri Sud-Ouest Innovation est membre du bureau de l'AFPC, Association française des pôles de compétitivité, et a des relations plus particulières et plus étroites avec les autres pôles agri-agro présents dans les autres régions, et en particulier Valorial. Je citerai également les associations thématiques, ABA sur les biosolutions, Robagri sur la robotique agricole, dont Agri Sud-Ouest est membre du conseil d'administration, et les réseaux européens de biosolutions, bioéconomie, digitalisation des industries agroalimentaires, qui permettent de collaborer avec d'autres organismes, d'autres clusters au niveau européen. Donc faire partie d'Agri Sud-Ouest Innovation, c'est être dans un réseau, mais c'est aussi un accès à tout cet écosystème. Et on peut vous mettre en relation avec tous ces acteurs et pouvoir collaborer avec l'ensemble de cet écosystème. L'accompagnement d'Agri Sud-Ouest Innovation, c'est historiquement et encore aujourd'hui principalement l'accompagnement de projets. 3 exemples de projets ont été choisis pour ce diaporama. Forcément, ça peut faire des jaloux, mais c'est des projets parmi tant d'autres qui ont été financés en 2025 et qui ont bénéficié d'un accompagnement ou d'une labellisation du pôle. Tout d'abord, j'ai choisi de vous parler du projet French Kiss. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans la souveraineté alimentaire, qui a été accompagné par le pôle, labellisé en 2024 et qui a obtenu un financement en 2025. C'est un projet qui vise à structurer une nouvelle filière de la cacahuète française, de la production de l'arachide jusqu'à la transformation en beurre de cacahuète. C'est une nouvelle culture en France, avec des impacts et des enjeux agronomiques, mais aussi administratifs, réglementaires, commerciaux. Donc la structuration de toute une nouvelle filière. Et c'est porté donc par Mengis, en partenariat avec Océalia et la ferme d'Arrigade. Autre exemple, le projet Solstar, qui est un projet dans le domaine des biostimulants et qui vise à favoriser les productions viticoles en période de sécheresse. Ce projet, il est porté par Starfish Biosciences, donc une très petite structure qui a acquis une expertise en santé humaine et qui s'appuie sur beaucoup de partenaires que vous voyez cités à l'écran, et notamment beaucoup de partenaires académiques. L'objectif de ce projet, c'est de restaurer le microbiote du sol à partir de prélèvements de microbiote endogènes, ce qui permet de redonner un équilibre à la flore du sol. Ce projet a également été labellisé par Agri Sud-Ouest Innovation en 2025 et il a pu obtenir une aide de 273 000 € via le concours iLab de BPI France. Concours assez sélectif. Dernier exemple, celui du projet Prune Fertile, qui s'inscrit dans la transition agroécologique de la production de prunes à pruneaux. Donc c'est un projet très collaboratif qui est porté par un GIE, donc un groupement de producteurs, qui a été accompagné et labellisé par Agri Sud-Ouest en 2025 et qui a obtenu un financement significatif par la région Nouvelle-Aquitaine dans un guichet qui vise à aider à la massification de pratiques agricoles. C'est un projet qui a une vision système puisqu'il va prendre en compte la santé des sols, la gestion de l'eau, les aspects financiers, tous les aspects qui vont être sollicités par la transition agroécologique de cette filière. Chaque année, c'est entre 40 et 50 projets qui sont labellisés par le pôle et qui peuvent ainsi avoir de meilleures chances d'obtenir des financements. Rappelez aussi que, comme je l'ai cité pour 2 de ces projets, il y a une possibilité d'accompagnement personnalisé par Agri Sud-Ouest Innovation qui augmente encore les chances d'obtenir les financements
Donc il faut vraiment, vraiment en bénéficier. Alors, Agri-Sud-Ouest Innovation, c'est des projets individuels ou portés par des partenaires. Et c'est aussi des actions collectives qui sont des déclinaisons concrètes des domaines d'innovation prioritaires que j'ai cités au départ. Donc ces actions, il y a déjà tout le programme des événements dont vous avez connaissance et qui fait l'objet de relances régulières, notamment sur les réseaux et sur le site internet. C'est également des projets et des programmes portés par le pôle. Cette diapositive permet, alors c'est écrit petit parce qu'il y a beaucoup de projets justement, de résumer tous les projets européens dans lesquels le pôle est impliqué, que ce soit comme partenaire du consortium ou même comme leader du consortium. Mais le pôle, comme c'est un écosystème, il n'y va pas tout seul. C'est toujours avec des membres, avec des adhérents. Et chaque petit point à l'écran représente un adhérent impliqué dans ces projets aux côtés d'Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc il y a 16 adhérents actuellement qui sont impliqués dans des projets aux côtés d'Agri-Sud-Ouest et qui, par ce biais-là, participent à ces projets. Donc il y a différents types de projets. Ça peut être des programmes de recherche, ça peut être des partages d'expériences entre différentes régions européennes, ça peut être des projets qui intègrent du cascade funding, c'est-à-dire des appels à projets secondaires qui vont ensuite pouvoir distribuer des financements à des entreprises du territoire, donc différents types de projets. Les entreprises qui sont embarquées, les entreprises ou organismes qui sont embarqués dans les projets aux côtés d'Agri-Sud-Ouest bénéficient eux aussi de subventions par le biais de ces projets pour un total de 2,6 millions d'euros actuellement, donc ils sont ramenés sur nos territoires grâce à ces projets. Et ces programmes s'inscrivent pleinement dans les différents domaines d'innovation prioritaires puisqu'ils portent sur l'économie circulaire, la transformation numérique, la transformation des industries agroalimentaires, la transition agroécologique. Et vous avez un stand qui sera tenu par les chargés de projet Europe dans la petite salle à côté, là où il y a eu l'accueil café. N'hésitez pas à aller voir les chargés de mission pour qu'ils vous parlent plus en détail des différents projets et de ce qui s'y passe. Également des programmes thématiques. L'écosystème d'Agri-Sud-Ouest Innovation, c'est un écosystème qui est engagé. La force de l'équipe salariée n'est rien sans la force des adhérents qui s'impliquent dans ces différentes communautés. Donc j'ai cité quelques faits marquants de l'année 2025 sur cette diapo. Il y a beaucoup d'autres choses, donc vraiment prenez connaissance du bilan moral et financier en version papier. Vous aurez la lecture pour le train au retour ou pour ce week-end. Parlons d'abord de la communauté des biosolutions, qui est soutenue à la fois par la région Nouvelle-Aquitaine et par la région Occitanie. Donc c'est une communauté d'acteurs qui vise à développer sur nos territoires la production et l'utilisation de ces solutions, que ce soit en filière végétale ou animale. En 2025, notamment, a été réalisée une cartographie des centres d'expérimentation en filière animale, ce qui est peut-être un peu moins connu que sur la filière végétale, donc un outil directement opérationnel pour les acteurs concernés. L'EU Community. Donc ça, c'est le bébé de l'année 2025 qui est né et qui a grandi sur toute l'année 2025, qui rassemble aujourd'hui à peu près 90 adhérents qui ont manifesté un intérêt particulier pour l'Europe, pour l'accès à des financements européens. Et donc, c'est une plateforme qui va continuer de se développer en 2026, qui vise à des partages d'expériences, à des mises en relation. Et en particulier, en 2025, dans le cadre d'Horizon Europe, il y a eu 24 mises en relation pouvant donner lieu ensuite à du montage de projets collaboratifs. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les adhérents pour qu'ils soient ensuite autonomes sur l'accueil vers ces projets européens. Dernier né de la communauté EU Community, un diagnostic européen, donc qui est accessible à tous les adhérents, qui permet d'évaluer pour chaque entreprise, chaque membre du pôle qui le souhaite, son diagnostic, sa maturité par rapport à l'accès au guichet européen, avec des conseils derrière pour pouvoir ensuite s'améliorer. Un certain nombre de groupes de travail aussi existent sur des thématiques toujours en cohérence avec les domaines d'innovation prioritaires.
Ces groupes de travail, ils s'inscrivent soit pour la robotique dans la feuille de route de la stratégie régionale d'innovation de la région Occitanie, soit pour les autres sujets cités dans des programmes européens de la diapositive précédente. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Énormément de choses, mais si on devait citer qu'une action pour chacun de ces groupes. Pour la robotique, la feuille de route Occitanie a été finalisée. Donc je précise que c'est un projet qui est porté par Pierre-Louis. La communauté des biosolutions, elle est portée par Brice et Lilou au niveau des chargés de mission. L'IO Community par Eva et Nicolas. Donc vraiment, chaque salarié du pôle a une expertise, a un sujet sur lequel il s'investit plus particulièrement. La bioéconomie avec Eva et Pierre, le lancement du hub en Nouvelle-Aquitaine est une nouvelle communauté qui a vu le jour en 2025. Sur le domaine de l'agroécologie, donc un projet porté par Roman, un Living Lab français sur l'agriculture de régénération a été mis en place. Donc un Living Lab, c'est des parcelles d'agriculteurs volontaires qui vont pouvoir tester des pratiques agricoles pour pouvoir expérimenter à l'échelle réelle. L'irrigation intelligente aussi, stratégie importante dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est un sujet qui est porté par Emma, tout comme l'agrivoltaïsme que je citerai après. En 2025 a été organisé un forum des solutions numériques pour l'irrigation pour un partage d'expériences de solutions qui existent dans différentes régions de l'Europe. Et pour finir donc sur l'agrivoltaïsme, un groupe de travail s'est réuni 2 fois en 2025 pour partager des connaissances, de l'expérience et pour prendre connaissance d'une étude réglementaire comparée entre la France et l'Espagne, puisqu'il y a des différences d'approche entre ces 2 pays. Et c'est très intéressant justement de voir les solutions qui existent d'un côté et qui peuvent être source d'inspiration de l'autre. Ce que je vous propose, c'est de revenir en quelques images sur les chiffres clés et les moments forts de l'année 2025.
Waouh, tout ça. Hein. Super. Hein. Vraiment, il n'y a jamais eu autant de participants aux événements d'Agri-Sud-Ouest Innovation qu'en 2025. Il y a eu énormément de choses de faites. Tout ça, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait. C'est le résultat de beaucoup de travail. J'hésite pas à le dire, d'autant que j'étais pas là. Merci en tout cas à vous tous ceux qui se sont impliqués là-dedans. Le conseil d'administration, 54 administrateurs qui sont là régulièrement, 2 fois par an, pour le côté statutaire, mais aussi pour partager des idées, qu'ils appartiennent au collège entreprise, recherche, formation, transfert, collectivité locale ou partenaires. Le bureau que je remercie vraiment sincèrement pour tous leurs conseils avant ma prise de poste et depuis que je suis en poste depuis quelques mois. Merci à vous d'être là pour des échanges stratégiques ou parfois plus terre à terre et des petits conseils du quotidien. Merci surtout à toute l'équipe, vraiment. Merci Laurent, parce que l'équipe que tu m'as transmise, elle est vraiment géniale. Donc, vous avez 19 salariés qui sont au service des adhérents, très impliqués, chacun à son poste, que ce soit sur l'Europe, sur les projets, sur les fonctions support, sur l'animation de réseau, sur les relations avec les adhérents. Chacun de vous, membres, adhérents, vous avez un référent parmi l'équipe salariée. N'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça, pour vous dire comment c'est possible de vous aider et qu'est-ce que le pôle peut faire pour vous. Et enfin, je n'oublie pas le comité de labellisation, donc ce comité d'experts que Philippe a cité et qui est vraiment la colonne vertébrale du pôle pour l'expertise des projets, avec des expertises complémentaires, que ce soit scientifique, technique, marché, et une complémentarité entre des membres du collège entreprise et du collège recherche, formation, transfert. À côté de toutes ces personnes impliquées, que ce soit à titre bénévole ou salarié, vous tous, n'hésitez pas à faire votre part, à parler du pôle, à le faire connaître, à faire venir de nouveaux adhérents. Plus on est nombreux et plus le pôle et son réseau a de la valeur. Tu vois, Jean-Albert, je te pique ta réplique, mais tu pourras le redire tout à l'heure. Et justement, je vais passer la parole à notre trésorier pour la présentation des résultats financiers de 2025. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous verrez que le rôle du trésorier cette année, c'est un peu un rôle d'équilibriste. Parce qu'entre toutes les belles réalisations qu'on vous a présentées et les tempêtes que vous vivez, que nous vivons, en tout cas les vents forts, eh bien, il y a très certainement un léger décalage dans le temps entre ce que nous mettons en place et ce qui se caractérise par des chiffres économiques. Néanmoins, en quelques diapos, et pour ne pas vous prendre trop de temps, simplement vous rappeler les grands agrégats. Tout d'abord, les produits, ce qui sert à financer le fonctionnement du pôle. Les 2 premières en nombre sont les subventions. Subventions de fonctionnement des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, subventions de fonctionnement des collectivités locales. Je tiens à remercier ici nos interlocuteurs, représentants des régions, pour le travail d'accompagnement qu'ils mènent au travers, bien sûr, de l'octroi de subventions, mais également dans les conseils qu'ils nous donnent ou dans les attentes qu'ils expriment sur les orientations du pôle au service de l'agriculture et de l'agroalimentaire territorial et régional. Ce sont des dialogues très riches, très importants et que nous comptons amplifier. Ces subventions représentent 34% des ressources du pôle. Le deuxième, j'allais dire gros bloc, sont les ressources privées du pôle au travers des cotisations adhérents, des prestations de services, des ressources privées autres et de la valorisation du bénévolat. Irène, tu en parlais. Oui, de nombreux bénévoles œuvrent, opèrent, soutiennent le pôle et dans ce cadre-là, nous en valorisons une partie, même si, bien sûr, il ne leur revient pas financièrement. Ces ressources représentent 42% des ressources du pôle. Et puis enfin,
Nous avons un nouveau paquet de subventions que sont les subventions sur actions, donc très fléchées sur des actions que nous engageons, et des subventions sur projets européens qui deviennent un pilier extrêmement important, tant dans la dynamique qu'ils apportent à nos adhérents que dans le poids qu'il apporte, en tout cas dans les ressources pour le pôle. Nous verrons tout à l'heure en troisième diapo les variations d'une année sur l'autre. Nos charges, alors c'est marqué en gros en haut de la diapo, et comme je sais que vous êtes de savants calculateurs, vous avez vite trouvé le résultat. Mais j'y reviendrai dans la diapo d'après. Nos charges sont avant tout des charges de personnel. Alors pour un trésorier, pour un chef d'entreprise ou pour un comptable, eh bien, les charges de personnel, c'est une dépense. Alors je vais faire une petite parenthèse dans la fonction que je représente ici. Moi, j'ai toujours considéré que les charges de personnel, c'est ce qui permet de créer la valeur ajoutée. Donc les charges de personnel, ce sont notre valeur ajoutée, votre valeur ajoutée. Bien sûr, comptablement, c'est une dépense, mais c'est un investissement. Et Irène, nous te faisons confiance pour faire grandir l'équipe, pour l'animer, pour la rendre toujours plus performante, pour lui faire les retours positifs, nombreux, elle l'a fait, négatifs parfois quand il faut le faire. Mais néanmoins, cette ligne est sous contrôle et représente la principale poste de dépense, création de valeur ajoutée pour le pôle. Reste des achats, des services extérieurs, autres services extérieurs, et notamment cette ligne, on verra dans la diapo d'après qu'elle augmente parce qu'elle est liée à des enjeux de sous-traitance avec des partenaires pour pouvoir porter les projets européens. Et puis, une petite ligne autres charges diverses qui est apparue, qui est tout simplement un élément comptable dont je vous parlerai juste derrière. Globalement, les charges sont tenues, elles sont sous contrainte compte tenu des contraintes que nous rencontrons dans nos produits, mais elles ont été correctement pilotées toute l'année. Ce qui nous amène à un compte de résultat, donc les produits moins les charges, qui est négatif de 127 000 €, vous aviez déjà fait le calcul, mais pour lequel je souhaite vous apporter quelques compléments d'explication. Personne ne peut occulter que l'État, les régions, l'ensemble de la sphère publique et parapublique française cherchent à faire des économies. Ça vient directement impacter les ressources du pôle, puisque les régions doivent contraindre leur budget. Et nous avons donc constaté une baisse des ressources publiques d'un peu plus de 10% pour 78 000 € entre 2024 et 2025. Nous constatons également, malheureusement, une baisse de cotisation des adhérents, mais vous avez pu voir que le nombre d'adhérents se stabilise, voire repart à la hausse. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a certainement des effets retard, c'est peut-être mon côté optimiste, mais j'ai aussi un certain nombre de convictions. Et donc je pense que nous sommes tout à fait capables d'enrayer cette baisse et de retrouver une croissance sur cette ligne-là. Les prestations de services facturées ont également baissé un peu, et les ressources privées partenariats également. Mais une partie de cette baisse est compensée par une trajectoire engagée depuis plusieurs années autour de la mobilisation de projets européens qui apportent des ressources pour les adhérents et pour le pôle. Et on voit entre 2024 et 2025 une croissance de 85 000 €, alors certes inférieure à ce qu'on aurait espéré, mais continuons à espérer, cette dynamique est la bonne. L'Europe a des budgets malgré tout importants. Je dis malgré tout parce que entre la réalité des annonces pour la défense du modèle agricole et agroalimentaire en ce moment-là, vous écoutez tous les informations comme nous, et puis les montants budgétaires qui y sont consacrés, regardons ce qui est accessible et allons le chercher, c'est ce qui comptera pour nous. En ce qui concerne les charges, je vous disais que les charges avaient été maîtrisées. Les deux postes, achats et services extérieurs, sont en baisse par rapport à l'année dernière. Les autres services extérieurs sont en hausse. C'est directement l'impact de la sous-traitance que nous opérons pour pouvoir délivrer les projets européens. Les charges de personnel sont contenues en légère baisse, alors que nous avions prévu
de les augmenter pour pouvoir faire face à la masse de travail. Donc merci l'équipe d'avoir réalisé tout ce travail dans des conditions contraintes. Et enfin, les autres charges de gestion courante sont une petite anomalie comptable que les trésoriers ont toujours un peu de mal à expliquer. Il s'agit tout simplement de passer définitivement en charge des créances et des créances irrécouvrables qui avaient été provisionnées, mais dans la reprise de provision et dans les produits, mais noyées dans une masse de produits. Donc cette ligne de autres charges de gestion courante n'a pas d'impact sur le compte de résultat. Il y a une reprise de provision dans les recettes et une charge dans les dépenses. Le résultat économique, le résultat net, est négatif, significativement négatif, trop négatif. Mais malgré tout, quand on le regarde de plus près, 2025 a été une année chamboulée, bouleversée. Le pôle a engagé des moyens pour pouvoir faire face à ces changements, des moyens de recrutement, des moyens d'accompagnement à la réflexion stratégique. Donc pour un certain nombre de charges que nous n'appelons pas comptablement exceptionnelles, mais que nous avons appelées non récurrentes. Et vous pouvez donc voir qu'à périmètre, comment dire, sans imprévu, sans à-coup, dans une trajectoire bien huilée, bien solide, nous aurions été positifs. Et je veux que cette positivité, je vous demande de la retenir parce qu'elle est directement en lien avec ce qu'Irène vous a présenté de toute la dynamique. Donc sachons voir la réalité en face, je vous la présente, mais n'oublions pas la dynamique en cours. En ce qui concerne le bilan, je voudrais revenir sur 2 points particuliers. Le premier, ce sont les créances. Vous voyez que nos créances sont extrêmement importantes. 1 340 000 en 2024, 1 591 000 en 2025. Elles étaient de 450 000 € en 2023. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que le modèle de financement du pôle est en train d'évoluer très fortement, que les projets auxquels, et notamment les projets européens sur lesquels nous nous positionnons, pour faire simple, sont des projets sur lesquels il faut financer ses propres subventions. Et donc, les subventions sont versées très tard dans l'exécution du projet, alors qu'auparavant, nous avions des acomptes et des avances beaucoup plus importantes. Et ça joue directement sur nos créances à la fin de l'année, mais surtout sur notre trésorerie, dont vous voyez la dégradation au niveau des disponibilités, ce qui nous a amené à travailler en bureau avec le pôle et avec nos partenaires bancaires, à regarder des solutions pour financer ces subventions européennes, mais également régionales, de manière à ce que le pôle ne se retrouve pas en situation de trésorerie trop difficile. En tant que trésorier, je préférerais que les équipes se mobilisent sur la réponse au service des adhérents plutôt que de s'assurer que le compte est bien fourni à la fin du mois. Je sais pour cela que des initiatives sont déjà prises pour pouvoir faciliter le recouvrement des cotisations. Et je ne peux que vous encourager tous, chacun à votre niveau, à faciliter également la vie du pôle. Enfin, ce que l'on peut noter sur nos dettes, c'est qu'elles sont globalement en baisse, ce qui est une bonne chose, dettes d'exploitation et dettes diverses. Alors je voudrais conclure cette partie un peu trésorière et financière par quelques mots, puisque j'ai trouvé d'autres idées. Les vents sont rudes. Ils le sont pour vous, ils le sont pour le pôle, ils le sont pour tout le monde. Parfois de plus en plus souvent, et souvent jusqu'à la tempête. Votre présence nombreuse aujourd'hui, votre mobilisation croissante lors des événements sont notre moteur. Le pôle est plus que jamais mobilisé pour répondre à vos attentes. J'en veux pour preuve l'enquête qui vous est proposée. Répondez-y, elle nous est précieuse. Répondre aux attentes de ses adhérents, c'est la base, c'est la raison d'être du pôle.
ça doit devenir demain encore plus son modèle économique. Pour cela, eh bien, nous allons travailler au renforcement de notre modèle économique. Il y a bien sûr le sujet de la trésorerie, sur lequel vous pouvez aider et sur lequel les partenaires bancaires vont nous aider. Mais il y a surtout la dynamique. Un adhérent peut en ramener 3. Et un adhérent est bien plus pertinent vis-à-vis d'un autre adhérent que n'importe quel salarié qui fait de la relance commerciale. Et donc je rebondis, Irène, sur notre idée. Soyez les ambassadeurs du pôle. Vous êtes les premiers concernés, les premiers satisfaits puisque vous êtes là. Soyez les ambassadeurs. Ramenons-nous des prospects. Et si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à mobiliser les équipes. Nous comptons sur vous. Et je conclurai par une phrase d'un ancien, d'un sage qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Eh bien, certes, il est à la tempête, mais le pôle sait où il va. Le pôle va pour développer le service à ses adhérents, pour aider ses adhérents à se développer au service de l'agriculture, au service de l'agroalimentaire. Et c'est tous ensemble que je nous enjoins de trouver les courants porteurs. Merci et à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci Jean-Albert. J'ai toujours le oui. Merci pour ces éclairages et pour donner de la positivité et de la créativité à des chiffres quelquefois un peu froids. Alors, on va donner la parole à notre commissaire aux comptes pour valider ou pas la pertinence et la conformité de ces chiffres. Bonjour à tous. Donc, comme chaque année, on fait un audit des comptes pour nous assurer qu'ils sont réguliers et sincères. Donc, cette année encore, notre intervention s'est très bien passée et nous avons le plaisir de vous annoncer que nous les certifions. Donc, purement et simplement. Voilà. Je ne vais pas faire plus long, je pense que vous avez d'autres choses. Concernant notre autre rapport, je ne sais pas si c'est juste après, sur les conventions réglementées. C'est juste après. Eh bien, écoutez, cette année, nous n'avons pas été avisés de nouvelles conventions réglementées qui seraient intervenues ou qui se seraient poursuivies au cours de l'exercice. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, on va passer à la dernière partie. Qui est ce pourquoi on est là en Assemblée Générale. Je pense que je serai beaucoup moins brillant que Jean-Albert pour trouver de la créativité et de la positivité dans la lecture des résolutions, mais c'est quand même notre devoir de valider l'ensemble des résolutions aujourd'hui. Donc on a déjà validé la première qui était le PV de l'année dernière. La résolution numéro 2, c'est l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Et des rapports qui y sont liés, ainsi que du quitus. Alors peut-être avant de vous donner lecture de la résolution, j'ai oublié de préciser qu'on pouvait peut-être prendre éventuellement des questions suite au rapport moral et financier, puisqu'on a parcouru l'ensemble des éléments, avant de valider définitivement plutôt que de se poser des questions après. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Non? Bon. Notre volonté, c'est surtout qu'on fasse du réseautage et pas forcément des questions en Assemblée Générale. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir des éléments complémentaires par la suite en vis-à-vis si vous en avez besoin. Donc, je passe à la lecture des résolutions. L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu l'exposé du Président, connaissance prise du rapport sur l'activité de l'association comprenant rapport moral et financier exposant la situation de l'association et son activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, lesdits comptes arrêtés par le conseil d'administration, se soldant par une perte nette comptable de moins 127 832 €, et après en avoir délibéré, approuve ces comptes sans modification, ainsi que les opérations traduites par eux et résumées dans les rapports.
l'Assemblée générale ordinaire donne en conséquence aux membres du conseil d'administration, à son président et aux membres du bureau quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice approuvé. Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution numéro 2 est approuvée. Résolution numéro 3. Affectation du résultat de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2025. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu l'exposé du président et après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice qui s'élève à moins 127 839,96 € en totalité au poste report à nouveau, ainsi ramené de 275 969,33 € à 148 136,37 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé pour la résolution numéro 3. Résolution numéro 4. Approbation des conventions relevant de l'article L612.5 du Code de commerce. On acte l'absence, me semble-t-il. L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L612-5 du Code du commerce, approuve les conclusions de ce rapport et prend acte et constate l'ensemble de conventions visées à l'article L612-5 du Code du commerce conclues au cours de l'exercice écoulé. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé pour la résolution numéro 4. Et la numéro 5, les pouvoirs à conférer. L'Assemblée générale ordinaire donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir, le cas échéant, les formalités nécessaires en lien avec l'adoption des résolutions ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? La résolution est approuvée. Quelques mots sur les perspectives de 2026 Irène? Oui, quelques mots très rapides avant de vous libérer pour une petite pause café. Donc 2026, c'est une année qui s'annonce un peu comme 2025, donc assez chahutée, très chahutée. Donc il y a l'actualité internationale, il y a l'actualité nationale, électorale, économique, beaucoup de choses. La baisse des subventions publiques qui se poursuit au niveau du pôle, mais aussi une dynamique qui est déjà bien engagée, avec déjà beaucoup de projets en début d'année, 2 comités de labellisation qui ont fait le plein, un planning d'événements déjà très fourni. Donc je pense que ça va être encore une année pleine de paradoxes et pleine de rencontres. En quelques mots, donc l'objectif, c'est de capitaliser sur la dynamique collective tout en renforçant l'accompagnement des adhérents. Et ça, dans l'objectif de rester le facilitateur de l'innovation agri-agro. On a toujours les 10 projets européens qui sont d'actualité, qui sont menés par le pôle, avec une partie cascade funding pour faire bénéficier les adhérents. La force d'un réseau, cette expertise européenne dont le pôle fait bénéficier ses adhérents, et ces communautés qui existent dans le cadre des projets et programmes et que j'ai cités. Le but, c'est de faire plus de collectifs, au bénéfice de chacun, donc au bénéfice aussi de l'individuel. Et ce renforcement de l'accompagnement, que ce soit sur l'aspect organisationnel, stratégique, projet, financier, il va se traduire par une offre de services qui a été revue, qui va se consolider au cours de l'année. Vous avez eu la plaquette qui vous a été distribuée à l'entrée, donc prenez-en connaissance, n'hésitez pas à interpeller les chargés de mission ou vos référents pour avoir plus de détails. Donc ça se décline en plusieurs blocs. La force du collectif, avec toute la partie réseau dont on a longuement parlé, les événements, mais aussi des services individuels. Et avec l'adhésion, vous bénéficiez de 2 heures d'accompagnement, de conseils pour faire le point avec un chargé de mission qui peut vous orienter vers différents guichets, vers des accompagnements, vers ce dont vous pouvez avoir besoin. 2026 sera aussi le lancement d'une nouvelle réflexion stratégique. La feuille de route 2023-2026 arrive à échéance. C'est l'occasion de relancer cette réflexion collective avec la mise en place de 2 comités techniques stratégiques. Le premier qui portera sur l'adaptation au changement climatique. Le second sur la productivité et la performance économique. L'objectif de ces comités, présidés par un membre du bureau d'Agri Sud-Ouest, est composé d'adhérents représentatifs du réseau,
sont de construire une vision partagée et priorisée pour identifier les besoins d'innovation prioritaires, aider à prioriser les actions du pôle, que ce soit en termes d'événements, en termes de montage de projets, et également d'écrire une feuille de route, une nouvelle feuille de route pour la période qui est devant nous, 2027-2030. Et ces comités perdureront pour faire vivre ces feuilles de route. Tout ça dans l'objectif d'appréhender toute la chaîne agri-agro, de l'amont à l'aval, en partenariat aussi avec notre écosystème, bien sûr. Et je souris en voyant les représentants de l'AREA dans la salle sur qui on va s'appuyer, on va essayer de renforcer les liens. Et dans un objectif de souveraineté alimentaire. Est-ce qu'il y a quelques questions avant que notre président ne conclue la séance? Et je vois que le maître du temps commence à regarder sa montre, donc on peut prendre, je pense, 1, 2 questions. Pas de questions. Vas-y Philippe, tu as 1 minute. Bon, ben, je crois qu'on est à peu près dans les temps, Eric. Hein, c'est bien ça, on avait prévu 1 heure. Hein, on est parfait pour cette partie que je qualifie un peu de protocolaire. Donc je vais rester plutôt bref pour ne pas empiéter sur l'introduction du printemps de l'innovation qui va suivre et qui se veut un événement ouvert, attractif aussi pour éventuellement des nouveaux partenaires ou des nouveaux adhérents, et puis le plus créatif possible par les interactions que vous pourrez avoir au sein de notre écosystème ou par les idées qui peuvent surgir pour continuer à faire avancer la machine à projet. Donc en synthèse, je réitère ce que j'ai dit en introduction, hein, 2025, une année charnière qui doit nous reprojeter, on l'a vu dans les présentations, vers plus de services aux adhérents, avec également un rééquilibrage vers un peu plus de privé, alors qu'on était dans la phase 5 des pôles de compétitivité dans un équilibre 50-50 public-privé dans les moyens de fonctionnement. Là, on doit se rééquilibrer vers davantage de privé, mais aussi davantage d'international. Alors j'en profite pour féliciter Nicolas et tous ceux qui y ont contribué. Hein. On a vu tout à l'heure le comité labellisation, mais l'équipe Europe a aussi la part du lion dans les chiffres que nous a présenté Jean-Albert. Donc il faut continuer à aller vers plus d'Europe. Nicolas, il y a encore de nombreux défis à relever et bravo pour ce qui a été accompli. Et d'ailleurs, je me remémore tous les chiffres qu'on a pu voir, hein, des subventions qu'on a obtenues. On a parlé du ministre qui nous a félicité pour, je crois que c'était environ 7 millions d'euros qui avaient été ramenés de l'Europe pendant les années qui ont précédé. Là, on a évoqué 2,6 millions, me semble-t-il, qui sont en train de s'égrener gentiment en venant de l'Europe. J'ai même vu défiler dans les chiffres 5,3 millions, donc on fait valser les millions d'euros. On est là pour ça. C'est aussi au profit des projets, de l'innovation et des adhérents qui sont porteurs de ces innovations. Mais on devra continuer à relever différents défis, le défi de la ressource financière, le défi de la ressource énergétique, et on va y venir cet après-midi dans les débats que nous aurons autour de la grande conférence. Les ressources de l'eau, j'en passe certainement. Donc je peux dire qu'on peut quand même, et tu as raison Jean-Albert, se satisfaire de la dynamique qui est la nôtre aujourd'hui. Certes, le résultat net fait de pas mal d'éléments non récurrents cette année est encore négatif. On a des équations de ressources à résoudre pour les années à venir, mais on a un moteur qui marche bien. Il faut savoir le valoriser davantage, le mettre au service de notre écosystème. Et je crois qu'ensemble, les adhérents du pôle continueront à construire une agriculture et une industrie agroalimentaire forte, fiers de leurs racines et résolument tournés vers l'avenir. Avec ces mots, je conclus cette Assemblée générale. Je vous remercie encore une fois de votre assistance nombreuse à cette assemblée et nous nous retrouvons ensuite pour le printemps de l'innovation. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous tous d'être présents.